السلام عليكم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس. السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين مع خدمتكم وحياتكم؟ يا كلشي مزيان؟ اليوم جيتكم بواحد الفيديو مختلف على الفيديوهات اللي كنحط لكم. اليوم جيت نشارك معكم واحد القصة زوينة قريتها، كنتمنى نتوما نقراها عليكم وتعجبكم وتشريوها وتقراوها. هاد القصه سميتها نوتر كور، هي بالفرنسي. هي ديال واحد المراه دارت بزاف الاخطاء في حياتها، ومن الحياه تعلمات وتابت. انا غادي نعاود لكم القصه en français. Un jour, Massival, le musicien, le célèbre auteur de Rebecca, celui que, depuis 15 ans, déjà on appelait le jeune et illustre maître, dit à André Mariol, son ami: pourquoi ne t'es-tu jamais fait présenter à Madame Michel de Burne? Je t'assure que c'est une des femmes les plus intéressantes du Nouveau Paris, parce que je ne me sens pas du tout mis au monde pour son milieu. Mon cher, tu as tort. C'est là un salon original, bien neuf, très vivant et très artiste. On y fit d'excellente musique. On y cause aussi bien que dans les meilleures potinières du dernier siècle, qui serait fort apprécié d'abord parce que tu joues du violon en perfection, ensuite parce qu'on a dit beaucoup de bien de toi dans la maison, enfin parce que tu passes pour n'être pas banal et point produit de tes visites. Flatté, mais résistant encore, supposons d'ailleurs que cette démarche pressante n'était point ignorée de la jeune femme. Mariol fit un peu, je n'y tiens guère, où le dédain voulut se mêler en constamment à qui déjà. Massival reprit: veux-tu que je te présente un de ces jours? Tu la connais d'ailleurs par nous, tout qui sommes de son intimité, car nous parlons d'elle assez souvent. C'est une fort jolie femme de 28 ans, pleine d'intelligence. دابا كيهضروا على هذيك المرأة عندها 28 ans، ذكية بزاف، qui ne veut pas se remarier، ما بغاش تزوج، car elle était fort malheureuse une première fois. Elle a fait de son logis un rendez-vous d'hommes agréable. On n'y trouve pas trop de monsieur de cercle ou du monde. Il y en a juste ce qu'il faut pour les faits. Elle sera enchantée que je t'amène à elle. Vaincu, Mariol répondit: soit un de ces jours. Dès le début de la semaine suivante, le musicien est entré chez lui et demandait: es-tu libre demain? Mais oui, bien, je t'aimais dîner chez Madame de Burne. Il m'a chargé de t'inviter. Voici un mot d'elle d'ailleurs.
Après avoir réfléchi quelques secondes, encore pour la forme, Mariole répondit: C'est entendu. Âgé d'environ 37 ans, André Mariole, célibataire et sans profession, assez riche pour vivre à sa guise, voyager et s'offrir même une jolie collection de tableaux modernes et de bibelots anciens, passé pour un garçon d'esprit un peu fantasque, un peu sauvage, un peu capricieux, un peu didanieux, qui posait au solitaire plutôt par orgueil que par timidité. Très bien doué, très fin, mais indolent, apte à tout comprendre et peut-être à faire bien beaucoup de choses, et s'était contenté de jouir de l'existence en spectateur ou plutôt en amateur. Pauvre, il fut devenu sans doute un homme remarquable ou célèbre, né bien renté, et s'adressait l'éternel reproche de n'avoir pas su être quelqu'un. Il avait fait, il est vrai, des tentatives diverses, mais trop molles. Vers les arts, une vers la littérature, en publiant des récits de voyages agréables, mouvementés et de style soigné, une vers la musique en pratiquant le violon, où il avait acquis, même parmi les exécutants de profession, un renom respecté d'amateurs, et une enfin vers la sculpture, cet art où l'adresse originale, où le don débauché des figures hardies et trompeuses remplace pour les yeux ignorants le savoir et l'étude. Sa statuette en terre, master tunisien, avait même obtenu quelques succès au salon de l'année précédente. Remarquable cavalier, c'était aussi, disons, un excellent escrimeur, bien qu'il ne tirait jamais en public, obéissant en cela peut-être à la même inquiétude qui le faisait se dérober au milieu mondain où des rivalités sérieuses étaient à craindre. Mais ses amis l'appréciaient et le vantaient avec ensemble, peut-être parce qu'il leur portait peu d'ombrage. On le disait en tout cas sûr, dévoué, agréable de rapport et très sympathique de sa personne. De taille plutôt grande, portant la barbe noire courte sur les joues et finement allongée en pointe sur le menton. Des cheveux un peu grisonnants, mais joliment crépus, il regardait bien en face, avec des yeux bruns, clairs, vifs, méfiants et un peu durs. Parmi si intimes, il avait surtout les artistes, le romancier Gaston de Lamarthe, le musicien Massival, les peintres Jobin, Révollet de Modole, qui semblaient priser beaucoup sa raison, son amitié, son esprit et même son jugement, bien qu'au fond avec la vanité inspirable du succès acquis. Il le tint pour un très aimable et très intelligent raté.
Sa réserve hautaine semblait dire: je ne suis rien parce que je n'ai rien voulu être. Il vivait donc dans un cercle étroit, déteignant la galanterie élégante et les grands salons en vue où d'autres auraient brillé plus que lui, l'auraient rejeté dans l'armée des figurants mondains et ne voulait aller que dans les maisons où l'on appréciait sûrement ses qualités sérieuses et voilées. Et s'il avait consenti si vite à se laisser conduire chez Madame Michel de Burne, c'est que ce meilleur ami, ce qui proclamait par tous ses mérites cachés, étaient les familiers de cette jeune femme. Il habitait un joli entresol, rue du Général Foy, derrière Saint-Augustin. 2 pièces donnaient sur la rue, la salle à manger et un salon. Celui où recevait tout le monde, 2 autres sur un beau jardin dont jouissait le propriétaire de l'immeuble. C'était d'abord un second salon très grand, plus long que large, ouvrant 3 fenêtres sur les arbres, dont les feuilles frôlaient les arbres et garni d'objets et de meubles exceptionnellement rares et simples, d'un goût pur et sobre et d'une grande valeur. Les sièges, les tables, les mignonnes armoires de étagères, les tableaux, les éventails et les figurines de porcelaine sont une vitrine, les vases, les statuettes, le cartel énorme au milieu d'un panneau. Tous les décors de cet appartement de jeune femme attiré ont retenu l'œil par sa forme, sa date ou son élégance, pour se créer cet intérieur dont elle était presque aussi fière que d'elle-même. Elle avait mis à contribution le savoir, l'amitié, la complaisance et l'instinct furteur de tous les artistes qu'elle connaissait. Elle avait trouvé, pour elle qui était riche et payait bien, toute chose animée de ce caractère original que ne distinguait point l'amateur vulgaire, et elle s'était fait par eux un logis célèbre difficilement ouvert, où il s'imaginait qu'on se plaisait mieux et qu'on revenait plus volontiers que dans l'appartement banal de toutes les femmes du monde. C'était même une de ses théories favorites de prétendre que la nuance des tentures, des étoiles, l'hospitalité des sièges, la graine des formes, la grâce des ensembles, caresse, captivant et acclimate le regard autant que les jolis sourires. Les appartements sympathiques ou antipathiques, disait-elle, riches ou pauvres, attirants, retiennent ou repoussent comme les êtres qui les habitent. Ils éveillent ou engourdissent le cœur, échappent aux glaces d'esprit, font parler ou souterrent, rendent triste ou gai, donnent enfin à chaque visiteur une envie irraisonnée de rester ou de partir. Vers le milieu de cette galerie un peu sombre, un grand piano à queue entre 2 jardinières fleuries, avec une place d'honneur et une allure de maître. Plus loin,
Une haute porte à deux battants faisait communiquer cette pièce avec la chambre à coucher, qui s'ouvrait encore sur le cabinet de toilette, fort grand et élégant, aussi tendu en toile de Perse comme un salon d'été, et où même de Burne, Colette seule avait coutume de se tenir, mariée avec un vaurien de belle manière, un de ces tyrans domestiques devant qui tout doit céder et plier. Elle avait été d'abord fort mal, heureuse pendant 5 ans. Elle avait dû subir les exigences, les duretés, les jalousies, même les violences de ce maître intolérable. Et terrifié, éperdu de surprise, il était demeuré sans révolte devant cette révélation de la vie conjugale, écrasé sous la volonté despotique et suppliciante du mal brutal dont elle était la proie. Il mourut un soir en revenant chez lui de la rupture d'un anévrisme, et quand il vit entrer le corps de ce mari enveloppé dans une couverture, il le regarda, ne pouvant croire à la réalité de cette délivrance, avec un sentiment profond de joie comprimée et une peur affreuse de le laisser voir. D'une nature indépendante, gaie, même exubérante, très souple et séduisante, avec des saillies d'esprit libre, semé on ne sait comment dans les intelligences de certaines petites fillettes de Paris qui semblent avoir respiré dès l'enfance le souffle poivré des boulevards, où se mêlent chaque soir par les portes ouvertes des théâtres les courants d'air des pièces applaudies ou sifflées. Elle garda cependant de son esclavage de 5 années une timidité singulière, mêlée à ses hardiesses anciennes, une peur grande de trop dire, de trop faire, avec une envie ardente d'émancipation et une énergique résolution de ne plus jamais compromettre sa liberté. Son mari, homme du monde, l'avait dressée à recevoir comme une esclave muette, élégante, polie et pareille. Parmi les amis de ce despote étaient beaucoup d'artistes qu'elle avait accueillis avec curiosité, écoutés avec plaisir, sans jamais oser leur laisser voir comment elle les comprenait et les appréciait. Son deuil fini, il en invita quelques-uns à dîner. Un soir, 2 s'excusèrent, 3 acceptèrent et trouvèrent avec
étonnement une jeune femme d'âme ouverte et d'allure charmante qui les mit à l'aise et leur dit avec grâce le plaisir qu'il lui avait fait en venant chez elle autrefois. Il fit ainsi peu à peu parmi ses connaissances anciennes qu'il avait ignorées ou méconnues un choix suivant ses goûts. Il se mit à recevoir en veuve, en femme affranchie, mais qui veut rester honnête, tout ce qu'il put réunir des hommes les plus recherchés de Paris, avec quelques femmes seulement. Les premiers admis devinrent des intimes, formèrent un fonds, en attirèrent d'autres, donnèrent à la maison l'allure d'une petite cœur où tout habitué apportait soit une valeur, soit un nom, car quelqu'un titre bien trié était confondu avec la roture intelligence. Son père, Monsieur de Pradon, qui occupait l'appartement au-dessus, lui servait de chaperon et de porte-respect. Vieux galantin, très élégant, spirituel, empressé près d'elle, qu'il traitait plutôt en dame qu'en fille. Il présidait les dîners du jeudi, bientôt connus, bientôt cités dans Paris et fort recherchés. Des demandes de présentation et d'invitation affluèrent, furent discutées et souvent repoussées après une sorte de vote du cercle intime. Des mots d'esprit sortirent de ce cercle, coururent la ville. Des débuts d'acteurs, d'artistes et de jeunes poètes heureux devinrent une sorte de baptême de renommée. Des inspirés chevelus amenés par Gaston de la Marthe et remplacèrent près du piano des violonistes hongrois présentés par Massival et des danseuses exotiques et excitèrent leurs poses agitées avant de paraître devant le public de l'Éden ou des Folies Bergères. Madame de Burne, d'ailleurs jalousement gardée par ses amis et qui conservait de son passage dans le monde sous l'autorité maritale un souvenir répulsif, avait la sagesse de ne pas trop augmenter ses connaissances. Satisfaite et effrayée en même temps de ce qu'on pourrait dire et penser d'elle, elle s'abandonnait à ses penchants un peu bohèmes avec une grande prudence bourgeoise. Il tenait à son renom les aspirés chevelus amenés par Gaston de la Marthe et remplacèrent près du piano des violonistes
hongrois présentés par Massival et de danseuses exotiques et excitèrent leurs poses agitées avant de paraître devant le public de l'Éden et des Folies Bergères. Madame Duburn, d'ailleurs jalouse, gardée par ses amis et qui conservait de son passage dans le monde sous l'autorité maritale un souvenir répulsif, avait la sagesse de ne point trop augmenter ses connaissances, satisfaites et effrayées en même temps de ce qu'on pourrait dire et penser d'elle, et s'abandonner à ses penchants un peu bohèmes avec une grande prudence bourgeoise. Elle tenait à son renom, redoutait les témérités, demeurait correcte dans ses fantaisies, modérée dans ses audaces, et avait soin qu'on n'eût pu la soupçonner d'aucune liaison, d'aucune amourette, d'aucune intrigue. Tous avaient essayé de la séduire, aucun disait-on, n'avait réussi. Ils le confessaient, se l'avouaient entre eux avec surprise, car les hommes n'admettent guère, peut-être avec raison, la vertu des femmes indépendantes. Une légende courait sur elle. On disait qu'on son mari avait apporté, dans le début de leur relation conjugale, une brutalité si révoltante et d'exigence si inattendue qu'il avait été guéri pour toujours de l'amour des hommes, les intimes, d'exécuter souvent sur ce cas. Il arrivait infalliblement à cette conclusion qu'une jeune fille, élevée dans le rêve de tendresse future et dans l'attente d'un mystère inquiétant, devenait indèce et gentiment impure, mais distinguée devant demeurer bouleversée quand la révélation des exigences du mariage lui était faite par un rustre. Le philosophe mondain Georges de Maltry ricanait doucement et ajoutait son heure viendra, il vient toujours pour ces femmes. La pluie, elle est tardive, plus elles sont fortes avec les goûts artistes de notre ami, et sera sur le tard amoureuse d'un chanteur ou d'un pianiste. Gaston de la Mare avait d'autres idées en sa qualité de romancier, observateur et psychologue, voué à l'étude des gens du monde, dont il faisait d'ailleurs des portraits ironiques et ressemblants. Il prétendait connaître et analyser les femmes avec une pénétration infaillible et unique. Il classait Madame de Burn parmi des détraqués contemporaines dont il avait tracé le type dans son intéressant roman Une d'elles. Le premier, il avait décrit cette race nouvelle de femmes agitées par les nerfs hystériques, raisonnables, sollicitées par mille envies contradictoires
qui n'arrivent même pas à être des désirs. Désillusionné de tout sans avoir goûté à rien par la faute des événements, de l'époque du temps actuel de romans modernes et qui, son ardeur, son entraînement, semble combiner des caprices d'enfants gâtés avec des séchères et de vieux sceptiques. Elle avait échoué comme les autres dans ses tentatives de séduction, car tous les fidèles du groupe étaient devenus à tour de rôle amoureux de Madame de Burne, et après la crise demeuraient encore attendris et émus à des degrés différents. Ils avaient formé peu à peu une sorte de petite église. Ils hantaient la Madone dont ils parlaient sans cesse entre eux, tenus sous le charme même loin d'elle, et la célébraient, la vantaient, la critiquaient et la dépréciaient suivant les jours. Les rancunes, les irritations ou les préférences qu'elle avait montrées. Ils se jalousaient continuellement, s'épionnaient un peu et tenaient sur tous les rangs, seraient autour d'elle pour ne pas laisser approcher quelque concurrent redoutable. Elles étaient sept assidus: Massival, Gaston de Lamarthe, le grand Freycinet, le jeune philosophe homme du Montfort à la mode, Monsieur Georges de Maltry, célèbre par ses paradoxes, son érudition compliquée, élégante, toujours de la dernière heure, incompréhensible pour ses admiratrices, même les plus passionnées, et encore par ses toilettes aussi recherchées que ses théories. Elle avait joint à ces hommes de choix quelques simples mondains réputés spirituels, le comte de Marentin, le baron de Graville et deux ou trois autres. Les deux